Salut à tous, c'est Jérémy Royaux pour Scepticisme Scientifique et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Denis Colombi. Salut. Salut. Donc Denis, tu étais déjà venu sur le balado pour parler de ton précédent livre qui Mhm. était consacré à la manière dont les personnes pauvres gèrent leur argent. C'était il y a quelques années maintenant, je pense 1 ou 2 ans. Ça devait être à 2020. C'était au moment du confinement. Ah ben voilà, c'est ça, il y a Ouais. 2 ans à peu près. Et donc on a le plaisir de t'entendre et de te voir de nouveau pour ton nouveau livre qui va cette fois parler un petit peu plus de la manière dont on est imbriqué dans le capitalisme, si j'ai Mhm. bien compris. Alors sinon, au niveau parcours, donc tu es professeur de sciences économiques et sociales et docteur Oui, en sociologie. c'est ça. Et tu as un blog qui s'appelle Une heure de peine, dont on remettra le lien en commentaire sur la vidéo. Oui, Et même si même à ce moment, il n'est pas très, très actif parce que ouais, mais il bon, il y fait a des beaucoup livres, ça fera de, plus tard aussi. Donc, ouais, il y a beaucoup de contenu dessus, même voilà. si tu en produis moins pour l'instant. J'imagine que tu as été occupé avec ton livre. Ouais, ouais. Et tu es aussi assez actif sur Twitter, où tu as un compte à ton nom, hein, donc Une heure de peine de Nick Colombi. Voilà. Voilà. Du coup, donc ton livre, ton nouveau livre s'appelle Pourquoi sommes-nous capitalistes? Entre parenthèses, malgré nous. C'est aux éditions Payot. Et donc, il est sorti en décembre 2021. Janvier 2022. Bon, à Ah oui, Xavier. 2022, Ah, pardon. C'est parce que j'avais le post de ton blog qui parlait du livre devant moi, qui date de voilà. Ouais, ouais. 2021. C'est un Un peu c'est déphasé. pas très important. Ouais. Voilà. Bah, donc, ce que je propose peut-être pour les auditeurs et les auditrices, c'est que tu nous fasses une petite présentation un petit peu globalement du thème et après on partira de ça. Alors, en fait, c'est un livre qui est né, alors, qui est né de plusieurs réflexions. C'est d'abord un peu une continuation du précédent, donc Ouvert l'Arche à tes ports, où en fait la thématique qui m'intéressait tout à, c'était celle de l'action économique. Mhm. Alors, l'action économique des pauvres, mais c'était quand même l'action économique. Qu'est-ce qu'une action économique? Qu'est-ce qui détermine les choix de consommation, de production, etc. au niveau individuel? Et donc ici, j'essaye de poursuivre un peu la réflexion là-dessus. En étendant le propos, ne s'attrape pas spécialement sur une catégorie sociale, donc les pauvres ou les classes populaires, comme dans le livre précédent, mais à parler un peu plus généralement. Mais en restant, comme c'est de la sociologie, ça parle d'un contexte socio-historique particulier, qui est celui des sociétés contemporaines, des sociétés capitalistes. Et l'objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qui détermine cette action économique. On a tendance à l'interpréter, alors, à gros, soit au ce qui que consommer, produire, c'est quelque chose qui est extrêmement naturel et qu'on n'a pas besoin d'expliquer sociologiquement. Il suffit peut recourir soit à des formes de biologisation du social, soit même la, 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 la théorie économique classique. C'est plus compliqué quand on va sur les théories économiques plus contemporaines, mais les théories économiques classiques, bon, qui sait que voilà, l'action économique, elle a été la même, celle de l'homo economicus à tout lieu, à toute époque, à tout temps, on se pose les mêmes questions. La démarche sociologique applique de se demander qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans une période particulière, un contexte particulier. Donc, moi, c'est celui des sociétés capitalistes. Donc, voilà, déjà, c'est une poursuite un peu de la réflexion cachée dans le bouquin précédent. On essaie de le pousser à une échelle plus vaste. C'est aussi né du fait que j'ai eu pas mal de retours sur le premier de personnes qui, en fait, m'ont dit, qui l'ont lu, qui n'étaient pas pauvres elles-mêmes et qui m'ont dit ah oui, c'est marrant parce que tu parles des pauvres, mais en même temps, ça nous fait réfléchir, nous aussi, à la façon dont on consomme, à pourquoi on achète des choses qui nous sont inutiles, etc. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui a exploré là-dedans sur qu'est-ce qui nous fait agir économiquement, qu'est-ce qui détermine nos choix voilà, de consommation, de production. La sociologie a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et donc, voilà, j'avais envie d'essayer de vulgariser ça, de prendre en fait beaucoup des références de sociologie économique, qui traitent de ces questions-là et d'essayer de les articuler pour les rendre accessibles. Donc voilà, le bouquin part un peu d'une réflexion
qui est assez simple, c'est que le capitalisme, finalement, pour le dire un peu, à caricaturer un peu, personne n'est pour. Alors, il y a des libertariens, quelque soit, qui vont défendre très, très fortement le capitalisme comme le meilleur système possible, etc. Mais somme toute, ils sont une minorité. La plupart des personnes, qu'elles soient de gauche ou de droite, c'est pas tellement là-dessus qui est le problème. On va trouver des choses à critiquer dans le capitalisme. Alors, à gauche, on imagine qu'il y a Thomas, mais à droite, on va aussi parfois critiquer, parfois très fortement, la marchandisation de l'être humain, par exemple, des questions bioéthiques, de la PMA, de la GPA, etc. C'est la question de, voilà, c'est de la marchandisation, le corps, l'humain n'est pas une marchandise, c'est une thématique qui n'est pas propre à la gauche, qui se retrouve aussi ailleurs. Les grandes religions ont un rapport, on va dire, ambivalent à la question du capitalisme. Je ne sais pas qu'elles sont anti-capitalistes, mais c'est pas si simple. Donc, il n'y a pas une majorité de la population qui va se dire le capitalisme c'est génial, c'est le meilleur système possible et il ne pose pas de problème. Et pour le dire encore plus simplement, personne ne se réveille le matin, ou alors c'est vraiment une petite minorité, personne ne se réveille le matin, se dit ça super, aujourd'hui je vais aller participer au capitalisme, je vais aller produire de l'argent pour pouvoir produire encore plus d'argent et puis encore plus d'argent et accumuler ainsi indéfiniment de la richesse. C'est le fondement en fait de l'action capitaliste à ce qu'elle a de plus pur. Sur ce point de vue-là, c'est très facile de critiquer le capitalisme. Tout le monde a des choses à lui reprocher. Personne n'est entièrement convaincu. Et peut-être que ce soit un système, un mode d'organisation de l'économie, un système, un mode de justification de l'action qui ne va pas avec une apprise totale sur les esprits, fonctionne et on agit d'une façon qui, le plus souvent, pas totalement, pas ça pour ça tout tard, mais suffisamment pour que le système fonctionne, on ait un système, une organisation de l'économie et de la société qui soit capitaliste. Donc, la question que je me pose là-dessus, c'est comment ça marche, comment c'est possible qu'on agisse de façon capitaliste à rechercher le profit et à rechercher le profit le plus fort possible. Tu as le but de trouver encore plus de profit à la suite, cette dynamique d'accumulation qui est propre à la période contemporaine. Mm-hmm. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça alors que, ultimement, politiquement, éthiquement, on n'en est pas forcément convaincu. Et donc, j'essaye de dire que c'est un ensemble de petits mécanismes, qu'il y en a plusieurs qui se recouvrent, parfois qui se contredisent, mais qui globalement vont plutôt dans le même sens, qui nous poussent à agir comme ça. C'est pas un lavage de cerveau, c'est pas que la publicité, les médias ou quoi que ce soit, où l'idéologie arrive à nous faire agir contre nous-mêmes. Ça veut pas dire qu'il y a pas voilà, la publicité a une importance aussi, l'idéologie aussi a une importance, pas forcément comme on se la représente généralement. Et c'est pas un lavage de cerveau. Il n'y a pas besoin d'un crack upload des capitalistes pour nous faire agir. Il y a besoin, entre guillemets, hein, c'est une simplification du vocabulaire, il y a un ensemble de petits mécanismes qui ont trait à la socialisation, à l'apprentissage, aux justifications idéologiques, éthiques que l'on se donne, au mode de motivation, de mobilisation des travailleurs et des consommateurs, et puis surtout un ensemble de mécanismes à l'organisation même de la société et à l'organisation des institutions, à l'organisation aussi des objets matériels tels lesquels nous sommes pris, qui nous conduisent à agir d'une certaine façon. Voilà, c'est ça l'idée, la question centrale du bouquin, c'est comment finalement le capitalisme peut-il se maintenir, comment l'action capitaliste peut-elle se reproduire, ça, savoir besoin, une fois de plus, c'est une simplification, mais ça, savoir besoin d'une adhésion idéologique forte et scientifique. Ok. Voilà et du coup, comment est-ce que tu t'y es pris pour essayer un peu d'étudier ce sujet ou pour récolter des données par rapport à ça? C'est quoi la méthodologie derrière tout le travail? Alors, moi, une fois de plus, là, c'est un bouquin, comme le précédent, en fait, c'est un bouquin de synthèse d'un ensemble de travaux de sociologues. Donc, je n'ai pas mené une enquête spécifiquement dessus. Je suis docteur en sociologie, j'ai fait une enquête
je la cite d'ailleurs à un moment dessus, qui portait sur les Français à l'étranger, les expatriés. En fait, sur la question de l'expérience internationale au sein de la carrière. Ça m'a été, au moment où je l'ai fait, me poser un certain nombre de questions là-dessus, justement, sur ce qu'est l'action économique, sur qu'est-ce qui nous fait agir. Ma thèse, c'était qu'est-ce qui pousse les chefs, finalement, à aller rechercher une expérience internationale. Ma tâche, c'est de se dire, voilà, en fait, c'est l'organisation même du marché, du travail infra, ce qui explique cette appétence et cette recherche d'expérience internationale. Mais là, pour ce coup, j'ai surtout pris beaucoup de travaux différents de sociologues et j'essaye de les articuler, j'essaye de les rendre accessibles. Ils sont pas tous très simples. Il y en a même certains sur lesquels, en fait, j'avais surtout envie, quand j'ai commencé à écrire le bouquin, j'avais surtout envie de parler d'une approche sociologique un peu particulière qui est sur la sociologie économique, qu'on appelle la performativité ou la performation. Les deux expressions existent, elles sont des nuances. Qui a fait, l'idée, c'est que les théories formulées par les sciences économiques, mais pris au sens très large des sciences économiques, c'est-à-dire c'est moins les sciences économiques, c'est moins la discipline académique économique qu'un ensemble de savoirs techniques, scientifiques, commerciaux. Alors, on va mettre le marketing, on va mettre les sciences de gestion, on va mettre le management, on va mettre les théories des organisations de temps, on va mettre certaines formes de philosophie politique, philosophie économique aussi. Comment ces différents savoirs, en fait, ces savoirs sociotechniques, ces savoirs, vont s'incarner dans des objets sociotechniques, vont donner lieu à la création de marchés qui fonctionnent d'une certaine façon, la création d'objets, d'environnements, qui permettent certaines actions, qui les facilitent ou qui ne facilitent pas. En fait, comment le savoir au sens large va transformer le monde dans lequel nous vivons. C'est ça la thématique de la performatique. Donc, j'avais envie de vulgariser ces travaux-là parce qu'ils ne sont pas faciles à lire. Ils sont souvent très techniques, avec un vocabulaire qui est un petit peu particulier. Il faut vraiment s'y plocher de table, puis ça produit beaucoup de concepts extrêmement spécifiques. Et à la fois, c'est vachement intéressant. Je pense que ça vaut vraiment le coup que même à tort, tu chats purement académique scientifique, on ait une idée de ce que ces travaux montrent. J'avais envie de montrer comment de les rendre accessibles. À terme de méthode, les travaux avec lesquels j'ai travaillé, j'essaie de synthétiser, ceux de la performativité, et finalement, je suis allé chercher ailleurs parce que ça suffisait pas pour faire le tour du problème. C'était clair qu'il y avait tant de mécanismes que celui-là et que s'il n'y avait que ça serait pas aussi puissant. C'est surtout des travaux qui fonctionnent alors par méthode qualitative, par ethnographie, par enquête par entretien. Le but, c'est en fait à chaque fois d'essayer d'approcher au plus près ce qui fait agir les similitudes. La question que moi j'ai voulu me poser là, voilà, c'est qu'est-ce qui fait qu'on agit d'une certaine façon. Et si on veut étudier l'action des similitudes, le mieux c'est d'aller la voir le plus près. Il ne s'agit pas ce que font les économistes classiquement, au moins certains d'entre eux, c'est d'essayer de comprendre non pas l'action économique, mais comment un ensemble d'actions se recule et produit un certain résultat en termes de répartition des ressources rares. Okay. Ça, c'est ce que fait l'économie. C'est vachement intéressant et c'est tout à fait important qu'ils le fassent. Et du coup, ils ne sont pas besoin de savoir ce qui fait agir les satellites. Ils besoin de proposer une modélisation qui soit suffisamment pratique pour pouvoir essentiellement créer des modèles, faire des équations et faire pas de la prédiction au sens de prospective, mais voilà, des démarches hypothético-déductives scientifiques classiques. Ce font la majorité des économistes. Il y en aura quelques-uns qui diront qu'il ne faut pas faire que ça ou qu'il ne faut pas faire ça. Mais... Du coup, ils ne se posent pas tellement la question de qu'est-ce qui mobilise l'individu lui-même, en fait, ou qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens. Qu'est-ce qui fait qu'on agit d'une certaine façon? Qu'est-ce qui se passe effectivement dans sa tête? J'essaie d'apporter ça dans ce des chapitres du bouquin sur la socialisation. Et aussi, qu'est-ce qui détermine son action?
que montrent ces travaux de sociologie, là, ça, si j'essaye de vraiment te les synthétiser, c'est qu'en fait, une action économique, le choix, bêtement, voilà, qu'est-ce que je vais acheter au supermarché, c'est déterminé, en fait, si on veut la décrire pleinement, de la façon la plus proche, il faut tenir compte de plein de choses. Il faut tenir compte, je sais pas, si je suis devant mon rayon de chocolat au supermarché, quelle tablette je vais choisir? Classiquement, l'hypothèse de l'homo economicus chez un certain nombre d'économistes, pareil, ça serait discutable, c'est de dire le plus simple, c'est de partir du principe que l'individu a des préférences, il sait quel chocolat il préfère, quel chocolat il aime le moins, il a un budget qui le tentera, il va essayer de maximiser sa satisfaction. Et c'est très efficace pour régler un certain nombre de problèmes. Mais de fait, c'est pas comme ça qu'on choisit généralement au supermarché. C'est pas une description réaliste de l'action. Elle a ses vertus en termes de modélisation, mais elle n'est pas réaliste. Comment on choisit la plaquette de chocolat au supermarché? Alors, il faut tenir compte des dispositions qu'on a à TIS, la préférence que l'on a à TIS autour du tas. Comment se sont construits ces préférences? Ça, généralement, les économistes les prennent comme des données, mais on peut quand même avoir envie de savoir qu'est-ce qui fait que je préfère le chocolat noir au chocolat blanc. À simplifier. Ça va être aussi des dispositions au calcul. Est-ce que je suis vraiment capable d'ordonner mes préférences? Probablement pas, de savoir quelle est la plaquette que je préfère, quelle est celle que moi, probablement pas, mais je vais peut-être utiliser des routines ou des formes de simplification de l'information pour choisir. Et puis, ça, c'est des choses qui sont internes à l'activité. Il y a après tout ce qui est externe. Si je suis dans ce supermarché, que j'ai les plaquettes de chocolat devant moi, c'est une expérience sociale particulière. Ça n'a pas existé à toutes les époques, à tout temps. Banalota, aller au magasin, c'était savoir précisément ce qu'on voulait, parce que de toute façon, c'était un magasin qui était spécialisé, qui va être un seul truc, et on n'avait pas une profusion de choix. Là, on a le choix. Et en plus, ce choix, il se fait par la médiation des emballages, donc par la médiation du retard, les emballages qui vont donner un ensemble d'informations sur qu'est-ce que je peux atteindre des différents produits, des différents chocolats, et ça va avoir une influence sur mon choix. Et comment je choisis implique de recourir à une méthode qui est différente de simplement la modélisation. Et ce qui m'intéresse moi à ce bouquin, c'est comment, malgré ça, ça nous conduit, tous ces mécanismes vont nous conduire à agir finalement comme un homo economicus qui cherche à maximiser sa préférence, cherche à maximiser son bien-être. Ça que forcément on le veuille, mais on va être conduit à faire des choix qui sont à quelque sorte prédéterminés. Sur le chocolat, par exemple, pour simplifier, on va me donner pour choisir ma plaquette, on va me donner par l'emballage un nombre d'informations qui est finalement limité. La marque, le type de chocolat et éventuellement, est-ce qu'il est commerce équitable ou pas? Voilà, je vais avoir ces trois informations. Et maintenant aussi, on va voir par exemple le Nutri-Score pour savoir s'il est le chocolat en général, c'est pas super bon pour la santé, on le sait à la base. Mais donc, on va jouer sur ces arguments-là. Il y en a d'autres qui ne vont pas apparaître nécessairement. Par exemple, oui, on a un peu d'informations sur le commerce équitable, mais une information qui pourrait être pertinente, ça serait, je sais pas, de la pratique écologique, par exemple. Mais cette information n'apparaît pas. Donc, elle ne peut pas être mobilisée ou elle ne peut être mobilisée de façon difficile pour le choix. Donc, ça produit un certain type de choix, ça produit une certaine façon de choisir, et c'est ça qui m'intéresse, qui intéresse plus largement la sociologie. Ok, je vois. Ok, bah du coup, on peut rentrer un peu dans le vif du sujet avec les résultats que tu présentes dans le livre, du coup. Oui, alors bon, il est organisé. Le livre, il est organisé à trop. Il y a un premier chapitre qui vise, en fait, je vais peut-être pas trop m'étendre, qui vise à définir ce qu'est le capitalisme, intro, et à déjà montrer à toi cette notion qui n'est pas forcément si simple que ça. La notion de capitalisme est une notion descriptive qui a une portée scientifique. Ça te met déjà un peu de tas parce que, comment dire,
Capitaliste, c'est un mot extrêmement chargé politiquement. L'utiliser, c'est déjà difficilement neutre. Très honnêtement, là, depuis que j'ai publié le bouquin, j'ai fait quelques interviews autour de ça. Et il y en a une ou deux, notamment, où les journalistes qui m'ont interviewé, chez Satie, que leur problème, c'était de me faire dire si j'étais pour ou contre le capitalisme. Et avec l'idée que si j'étais contre, quand même, le communisme, ça avait raté. C'est vrai, l'URSS, ça n'a pas été une réussite. Mais moi, c'est pas mon problème de dire s'il faut sortir ou pas du capitalisme. Moi, c'est d'utiliser le terme capitalisme comme un terme descriptif qui nous permet de caractériser les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Et qui n'est pas un état naturel de l'humanité. On n'a pas toujours été dans des sociétés capitalistes, on n'a pas toujours poursuivi le profit pour le profit et cherché à accumuler le plus de richesse possible avec une recherche de la richesse pour elle-même, avec une valorisation de la richesse pour elle-même. Ça, c'est assez spécifique à la période qui s'est ouverte avec les révolutions industrielles, même s'il y a beaucoup de débats historiques et historiographiques pour savoir à quel moment on fait démarrer le capitalisme. C'est une question extrêmement forte, à la fois sur le plan historique, mais aussi sur le plan politique, parce que si vous faites commencer le capitalisme avec l'exploitation esclavagiste, avec le commerce triangulaire, ce joli euphémisme pour l'esclavagisme, ça n'a pas les mêmes applications que si vous la faites commencer un peu plus tard avec les révolutions industrielles en Angleterre. Voilà, c'est porteur d'un jeu historique extrêmement fort, mais aussi d'un jeu politique extrêmement têtu. Donc, c'est des questions compliquées. Bon, moi, je prends la révolution industrielle comme référence, sans nier qu'il y ait des choses qui soient déjà en place plus tôt et que, oui, l'exploitation coloniale a été une expérience à partie capitaliste. La généralisation, pour moi, bien. Enfin, voilà, j'ai ce premier chapitre qui vise à définir le capitalisme et à mettre l'accent sur le fait que c'est un système, c'est une organisation qui ne peut pas se suffire en elle-même. Comme je disais tout à l'heure, personne ne se lève le matin à se dire ça, super, je vais participer au capitalisme. Ce que remarquait déjà le très grand sociologue Max Weber, lui, il essayait d'expliquer l'adhésion au capitalisme, à qui ça, qu'est-ce qui a fait que les activités sortent après cette activité économique particulière de poursuite du profit pour lui-même. Il allait chercher ça dans la religion. C'est une interprétation particulière et séculière du protestantisme calviniste. C'est très contesté aujourd'hui par les spécialistes de l'histoire du protestantisme qui disent que bon, c'est à trop une simplification, mais la question qu'il pose reste bonne. Il faut que le capitalisme, il faut que l'action économique soit justifiée. Cette poursuite du profit, elle doit être justifiée d'une façon ou d'une autre. Tu peux être vu de l'activité. Et donc ça, c'est la question que j'apporte la suite à la deuxième partie. Qu'est-ce qui fait que au plan intellectuel, au plan collectif aussi à partie, on adhère, on justifie l'existence et la poursuite de l'activité de l'activité capitaliste. C'est ce qu'on peut appeler un esprit du capitalisme qui vient justifier son existence. Et alors, bon, je ne peux pas forcément résumer tous les travaux de ce site. Il y en a un qui me semble important, c'est un ouvrage du sociologue allemand Jan Specker, qui lui est sociologue contemporain, qui a travaillé, alors je ne sais plus à quelle université il est en Allemagne, il est venu, il a été en France pendant un moment, il a son bouquin publié par les presses d'Harvard, il me semble, Imagined Futures, ça s'appelle, les futurs imaginés. Il dit l'une des spécificités de la période capitaliste et du raisonnement capitaliste, c'est finalement le rapport au futur. Pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité, en fait, on a toujours essayé d'anticiper le futur, mais on se représentait le temps, on se représentait le futur comme soit la reproduction du passé, une espèce de tas circulaire,
soit la réalisation de plativin qui était plus ou moins prévue à l'avance. À partir du 16e, 17e siècle, commence à se mettre en place culturellement par différents canaux l'idée de tas qui est un futur qui est ouvert, qui devient le lieu de tous les possibles, qui est le tas aussi de la science, qui va être aussi le tas de la science-fiction. On peut imaginer des choses. Et c'est quelque chose dont le développement de l'activité économique capitaliste aperçoit. Les actions capitalistes les plus significatives, l'investissement, le crédit, sont des opérations temporelles, des opérations qui jouent avec le futur qui peut être ouvert. Si le futur n'est que la reproduction du passé ou la réalisation de plativin, il n'y a pas de profit à faire à l'avenir, il n'y a pas de lieu à investir, il n'y a pas de lieu à essayer de s'enrichir à l'infini. Donc, il y a besoin de cette représentation que tu as là. Mais encore, ce n'est pas suffisant. Les activités, il y a une grande partie de l'activité économique qui consiste justement à produire des futurs imaginés ou imaginaires, je ne sais pas trop comment on traduirait, qui sont imaginés, à produire des images un peu de futur qui tournent justement à vie, qui justifient l'investissement, qui justifient le crédit, ou qui justifient plus généralement l'activité économique. Là-dessus, par exemple, ce que font déjà comme Jeff Bezos ou Elon Musk lorsqu'ils promettent la conquête spatiale, la conquête de Mars ou des choses comme ça, c'est produire une image de futur qui est excitante, qui est plaisante. C'est une belle histoire. Hein. D'aller sur Mars, de conquérir l'espace, de faire des colonies spatiales, etc. Je ne sais pas si on ira, je ne sais pas si ça réussira, peut-être que oui, peut-être que non, je ne suis pas assez spécialiste de la question pour me prononcer là-dessus, mais ce qu'on peut voir, c'est tout cas, c'est que ça a été fait et ça après ça. C'est que ça justifie déjà de poursuivre l'activité économique telle qu'elle est, puisqu'il y aura cette possibilité de conquérir quelque chose d'important, et à plus, à la même occasion, de surmonter les difficultés présentes que pose le réchauffement climatique et des choses comme ça. Donc, la création et la production, et c'est très mis à scène, Elon Musk ou Jeff Bezos ou d'autres mettent à scène ça de façon importante, c'est une façon de justifier l'activité capitaliste et de nous inciter tout à chacun à nous y livrer, puisque finalement, ça va accomplir quelque chose qui est quand même tout à fait, qui est excitant. Et une grande partie des réseaux pour lesquels même à un niveau très individuel, on accepte de participer à l'activité économique capitaliste, c'est que c'est excitant. Ça propose un futur qui est plaisant. Si on va dans les écoles de commerce ou dans les écoles d'ingénieurs, qu'est-ce qu'on promet aux individus finalement? C'est des carrières où ils feront des choses importantes, où il y aura de l'action, où ils prendront des décisions qui seront importantes et ils vont presque s'amuser. Avec un côté très ludique aussi. Il y a quelque chose qui peut être très ludique dans l'activité économique. La finance, ça a un côté casino, on le dit souvent, et tu peux être vu un trader. Ben oui, savoir qu'au chou pour tout, on peut gagner pour tous, ça a un côté qui justifie l'attachement à cette activité-là, et ça peut avoir un côté addictif, comme peuvent l'avoir les jeux de casino. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est une première assape d'analyse que je présente. Le deuxième assape d'analyse, tu as le chapitre 3, concerne la socialisation économique, c'est-à-dire l'intériorisation par les individus de façon de se comporter, de calculer vis-à-vis de l'économie. Okay. Et j'essaye de te montrer qu'en fait, on est socialisé à l'activité capitaliste de façon assez rapide et pas forcément, comme on pourrait le passer, simplement par la publicité ou des choses comme ça. L'organisation scolaire, par exemple, l'école peut se décrire comme une organisation. C'est pas très agréable à dire, surtout quand on est prof et qu'on essaye. On définit souvent l'école comme une forte résistance à l'activité économique, au marché, et des choses comme ça. Elle lit ça, tout ça par pied et aspects. Mais elle initie, par exemple, un rapport au temps, une fois de plus, chez les élèves,
qui est un temps organisé, une ressource dont il faut maximiser à tout prix l'usage. Et par exemple, les classes préparatoires, voilà, l'élite du système scolaire français. La sociologue Muriel Tarmant a produit une très belle ethnographie des classes préparatoires. Alors, elle fera une classe prépa au écoles de commerce, une classe prépa aux écoles d'ingénieurs, et elle est pas. Et elle montre comment, bon, ça produit plein de choses, hein, mais l'autre aspect sur lequel elle insiste, c'est le rapport au temps que ça implique chez les étudiants. Le temps en prépa, on a un match toujours, et en même temps, il faut maximiser l'usage parce que le but, c'est le concours à la fin, il faut gagner le maximum de points. Et finalement, cette attitude de maximisation de l'usage du temps, l'étudiant de prépa qui organise sa semaine pour réviser de façon la plus efficace pour gagner quelques points à un concours, est-ce qu'il est si différent de ce qui sera son futur statut, un manager d'une grande entreprise qui va aussi essayer de maximiser tes ressources rares pour produire le plus grand profit possible. L'incarnation la plus pure de l'enseignement républicain, c'est aussi une initiation aux formes de réflexion capitaliste. Les deux ne sont pas contradictoires. Et voilà, j'essaie d'analyser aussi des travaux sur le rapport à l'argent chez les jeunes, chez les SAFA, l'usage de l'argent de poche chez les paras, pour montrer qu'en fait, on a une initiation assez rapide au fonctionnement de l'économie. Il faut bien intégrer à un moment donné un certain nombre de dispositions, un regard capitaliste qui est assez particulier. Je prends cet exemple à un moment donné. Si on regarde une forêt, on peut la voir de plein de façons différentes. Autour de l'histoire de l'humanité, on a vu une forêt de plein de façons différentes. Ça a été un lieu de chasse, ça a été un lieu de recueillement, ça a été une entité qui a une vie propre. Voilà, anthropologiquement, on peut trouver plein de choses. La spécificité d'un regard capitaliste sur une forêt, c'est de dire que c'est une ressource. C'est une ressource qu'on va exploiter, qu'on peut éventuellement chercher à protéger, bien sûr, ce qui ne veut pas dire que c'est systématiquement aller vers cette destruction, mais qu'on va essayer d'exploiter pour produire du profit. Et c'est comment on intègre ce regard sur le monde qui m'intéresse à ce chapitre-là. Et tu as le dernier chapitre, donc, voilà, c'était un peu pour lui que, à la base, que j'avais dit d'écrire le bouquin. C'est de dire qu'en fait, ta notre action économique, plus généralement, c'est quelque chose sur lequel je passe, qu'on n'est pas assez, on n'est pas assez acclimaté, et notamment à la vulgarisation de la sociologie, qu'à notre action économique, une action en général, on n'agit jamais tout seul. Si tu veux, tu as la façon dont on vulgarise ou dont on se représente un peu trop souvent la réflexion sociologique, c'est de tout centrer sur la socialisation. L'individu est formé modelé par la société, il a intégré un certain nombre de dispositions et il va les reproduire, il va les mettre en œuvre de façon inconsciente. Et c'est une représentation qui est très caricaturale même par rapport à Bourdieu, mais la représentation d'un habitus qui serait une espèce de surmoi de l'individu qui agirait à sa place. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, il y a du vrai là-dedans. Il y a des dispositions qui sont acquises, mais ça, c'est ce que j'aurais vu. Je sais que ça peut-être le chapitre 3. Le chapitre 4, qui est le plus ambitieux, je pense, dans le livre, c'est de se dire qu'est-ce qui nous fait agir. Il y a aussi plein de choses qui sont extérieures à nous. Cette unité qui vient de Bruno Latour, qui a ensuite été reprise par beaucoup d'autres auteurs. Voilà, Bruno Latour est un sociologue extrêmement influent en France, aux États-Unis, dans le monde en général. Il y a aussi plein de choses à critiquer sur Bruno Latour, notamment à la période la plus récente. Parfois, il est un peu irritant dans ses prises de position publiques. Mais bon, il a aussi une théorie une approche théorique qui est extrêmement intéressante. C'est de dire que lorsqu'on agit, finalement, c'est pas nous tout seuls qui sommes un acteur, c'est plutôt ce qu'il appelle un acteur réseau qui agit. On agit pris à fait à ce réseau avec plein d'autres humains et non humains. Qu'est-ce qui me permet ici de parler là? C'est qu'il existe tout un réseau
informatique, un outil, un ordinateur, voilà, qui nous permet de communiquer. Donc, si on veut tout agisse, il faut tenir compte de tout ce qui est intégré dans cet objet-là. Et là, on peut se parler d'une certaine façon parce que le logiciel même qu'on utilise nous permet d'interagir d'une certaine façon et rend plus difficile peut-être certaines autres formes d'interaction. Alors, il y a des autres techniques, il y a aussi des choix qui sont faits à l'intérieur de ce logiciel, mais ça intervient à la façon dont on agit. Donc, si on veut décrire de façon correcte une action, il faut pas simplement s'intéresser à ce qui se passe dans la tête des acteurs, ça fait important par ailleurs, mais aussi il faut s'intéresser à tout ce qui les constitue, à tout ce qu'ils doivent utiliser. Tout l'idée chez Latour que si on décrit correctement une situation, ça doit suffire pour l'expliquer. Si on arrive à intégrer tous ces humains et tout ce qu'il appelle les sectants, humains et non humains qui interviennent, ben ça peut être l'ordinateur, ça peut être le stylo, ça peut être la salle de classe, etc. Ça nous permet de comprendre la façon dont on agit. Sur le plan de l'action économique, ce que j'essaye de reprendre, c'est les travaux à partir de cette idée de performativité, que tu as les façons dont nous agissons. En fait, il y a de la théorie, il y a des choix techniques qui sont impliqués, qui sont intégrés. L'exemple que je prenais tout à l'heure sur le choix du pâté de chocolat, c'est ça, l'appellage des produits que l'on achète, il exerce un certain effet sur notre choix. Il serait appelé autrement, on ne pourrait pas faire le même choix, on ne pourrait pas choisir de la même façon. C'est le sociologue Frank Chochoa, surtout, qui décrit et qui développe le plus cet aspect-là. Alors, il a tout un développement, je reprends, sur le choix de pâté de chabot. Il fait remarquer, sur la façon dont sont appelés les pâtés de chabot au supermarché, ça nous oblige à choisir d'une certaine façon, à tenir compte de certains critères. On ne peut pas, s'il n'y a pas dessus marqué, par exemple, s'il n'y a rien sur la souffrance animale, finalement, il n'y a rien sur la souffrance animale, ben, on ne peut pas choisir en fonction de ces critères-là. Donc, on va choisir d'une façon particulière, et ça peut nous amener, dans un certain nombre de cas, à ne prendre à compte que le prix comme seul critère de choix. Dans d'autres cas, ça nous conduira à tenir compte d'autres critères. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans cette question de performativité ou de performation, tu montes par un ensemble de choix et de théories et de savoir, plutôt que de théorie, peut-être il vaut mieux dire de savoir qui s'incarne dans des objets sociotechniques comme le sont l'emballage ou l'organisation du supermarché, par exemple, c'est que on peut imaginer du tout d'autres façons de performer cet environnement. Cette performation, cette production de notre univers de choix par un ensemble de savoir économique, par un ensemble de savoir, c'est fait plutôt sous le patronage de savoir économique. Et une fois de plus, c'est pas tellement la science économique la plus académique, scientifique, c'est souvent les savoirs marketing par exemple. dont je ne prononcerai pas sur la scientificité de la chose parce que ça me semble très variable, mais ils sont intégrés. Il y a une représentation de ce qu'il y a un consommateur, de ce qu'il y a un humain, de ce qui nous motive dans nos choix terribles. Si on tient compte de ça, on peut se dire, en fait, on pourrait performer autrement. On pourrait avoir une performation, une grande performation, comme le dit Philippe Steiner, le sociologue Philippe Steiner, il appelle ça la grande performation par ses savoirs économiques. On pourrait l'imaginer qui prendrait à compte d'autres savoirs, d'autres inquiétudes, par exemple, oui, des savoirs relatifs à l'écologie, relatifs au bien-être des personnes, au bien-être des travailleurs, pourraient être intégrés à nos choix via des dispositifs sociotechniques. Donc là, il y a une question à se poser. Ça, c'est vraiment le dernier chapitre du livre. Et une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a compris comment le capitalisme parvenait à nous faire agir, je n'ai pas parlé non plus de l'importance des marchés, mais bon, je vais en venir après, mais le marché est aussi une institution qui contrôle nos choix. Une fois qu'on a dit tout ça,
moi, ce qui m'intéresse, c'est que je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas s'il faut sortir du capitalisme, s'il faut y rester, s'il faut le réformer ou tout ça. Et puis, de toute façon, même si j'avais une conviction forte sur la question, j'aurais peu d'intérêt, ce n'est pas aux sociologues, je peux te dire ça. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que on puisse se poser des questions de qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'on puisse se dire qu'on a une certaine marge de choix, que les choses peuvent être autrement. Et je travaille beaucoup, tu as le livre aussi sur une notion qui est souvent mal comprise en sociologie, qui est la notion de construction sociale, qui soulève souvent beaucoup plus de problèmes, beaucoup d'opposition. J'essaie de décrire le capitalisme comme une construction sociale. Je pense que c'est important de comprendre ce que c'est une construction sociale de ce point de vue-là. C'est quelque chose qui est, je prends la métaphore de la ville. La ville, c'est une construction. Personne ne le contestera. Je veux chercher Paris, je peux pas le faire simplement un petit ça, il faut que je cherche mon état d'esprit ou que je fasse des choix différents. Paris, c'est quelque chose de contraignant. Si je veux aller de fascination, je peux pas le faire à ligne droite, ça ignorera les immeubles et les rues. Ou alors, je suis plutôt serre, mais ça en demande de la force matérielle derrière, ça pose un certain nombre de problèmes. Par contre, je peux imaginer que Paris soit organisé différemment. Paris, c'est pas un phénomène naturel, c'est pas quelque chose qui est né simplement qu'une de contrat climatique et des choses comme ça, mais on a une quantité de choix qui est possible et c'est la même chose pour le capitalisme. C'est une construction sociale, il est contraignant, on ne peut pas le chercher simplement en se disant ouais, aujourd'hui j'arrête, je suis plus capitaliste. Un peu plus compliqué que ça. Mais par contre, il aurait pu en être autrement, il aurait pu être construit autrement, on aurait pu construire autre chose à la place. Et à partir du moment où ça aurait pu être autrement, il faut expliquer aussi pourquoi ça n'a pas été autrement. Et ça aurait pu, il aurait suffi de quelques transformations, de quelques changements, et ça aurait été différent. Donc on peut se poser la question, dans quel monde on veut vivre, comment est-ce qu'on peut le transformer, qu'est-ce qu'on peut y faire, sur quoi on peut agir pour mieux l'adapter à ce que l'on veut. Mais là, c'est le moment où tu as une fois que le sociologue a dit c'est possible, on pourrait faire les choses autrement, dire qu'est-ce qu'on doit faire, ça relève plus de la sociologie, ça relève du politique, c'est pas à moi de le dire. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça, ouais. Je repense à ce que tu disais tout à l'heure avec les emballages qui affichent certaines informations ou pas. Et c'est vrai que c'est fort important parce que quand on pense à des gens qui sont militants pour, je sais pas, je prends un exemple au hasard, pour les expérimentations sur les animaux qui sont maltraités ou les animaux qui sont maltraités dans les abattoirs. En soi, la plupart des gens vivent sans être exposés à ces informations, même si on sait tous que ça existe de loin. Mais on n'a aucune info sur si on achète un morceau de bœuf, comment il a été traité, quel type de conditions de vie il avait, est-ce que les gens faisaient attention pour respecter la législation ou pas, enfin on n'en sait rien en fait. Et c'est vrai que quand on est exposé à ces informations, je repense... j'ai déjà souvent entendu des gens dire que si on voyait un peu régulièrement ce qui se passe dans les abattoirs, il y a beaucoup moins de gens qui mangeraient de viande ou ils en mangeraient beaucoup moins. Ouais, donc voilà, donc si on est exposé à cette partie de la réalité qu'on ne voit pas, ça change automatiquement notre rapport à cette réalité. Mais il y a beaucoup de choses dans la société auxquelles on n'est pas exposé parce qu'on ne voit pas ce qui se passe en coulisses, en fait. Voilà, la façon dont c'est organisé même ne nous permet pas de tenir compte de ça dans nos choix. Et si on organisait simplement, si on donnait une information différente, nos choix seraient différents. Ça ne veut pas dire derrière que ça serait, je ne sais pas si par exemple la question de la maltraitance animale pourrait être réglée simplement par un affichage. Parce que non, parce qu'il y a l'information qui est intéressante, mais aussi après il y a des contraintes, c'est-à-dire pourquoi j'achète de la viande et de telle information je prends à compte, ça peut être aussi parce que j'ai des revenus faibles et qui ne me permettent pas d'aller vers n'importe quel type de viande. Derrière, il faut aussi passer en termes de revenus, de réglementation, de plein de choses comme ça. Mais effectivement, on n'a pas forcément les informations. Et puis, surtout,
sur une structure qui est celle du marché, on n'a pas vraiment d'autre choix que d'agir. Attivitù como economicus, attivitù marcha, chercha à maximiser son bien-être, chercher à maximiser sa satisfaction personnelle au détriment d'autres choses. Arriver à poser les choses différemment, ça a déjà au moins la vertu de politiser la question. Et voilà, je finis le bouquin vraiment sur cette question-là. J'essaie de réfléchir aussi ce que les sociologues appellent les nouveaux mouvements socio-économiques, c'est-à-dire des formes de mobilisation qui passent par le marché. Ça peut être le commerce équitable, l'affichage éthique, ce genre de choses, le boycott, des choses comme ça. Ce qui est intéressant à l'histoire de l'évolution des mouvements sociaux, il y en a toujours contre le marché, mais il y en a une partie qui passe par le marché. Ils sont souvent critiqués et la critique n'est pas forcément fausse. Dire finalement, ça remet pas tout à cause. L'activité se contente de faire certains choix sur le marché. Mais l'avantage qui semble s'appliquer, c'est de poser justement la question que la politique qu'il y a dans le choix et le fait que choisir sur un marché, c'est quelque chose d'extrêmement particulier. On n'a pas toujours procédé par choix sur le marché, ça n'a pas été la seule forme d'attachement possible. Et à poser la question de comment on s'organise derrière, de qu'est-ce que ça signifie afficher par exemple la souffrance animale sur les emballages, je ne pense pas que ça réglera la question, que ça fera disparaître la souffrance animale. Par contre, ça montrera que la question elle est légitime et que ça n'inquiétait, ça tu sas. Et qu'on pourrait la réduire. Et rien que poser cette question-là, ne plus faire apparaître comme une fatalité. On n'a pas le choix finalement parce que c'est comme ça, c'est la vie. Mais arriver à dire, en fait, c'est une question politique qu'on peut traiter, vers laquelle on peut agir. C'est déjà quelque chose qui est intéressant parce que ça donne les moyens de se situer contre. Et si on n'affiche pas ça, si on le laisse, comme tu dis, à coulisses, on ne peut pas parler, on ne peut pas agir contre. Donc, arriver à montrer ça, que ce soit par la quinte ou par la mobilisation des mouvements sociaux, c'est déjà quelque chose qui rend ça plus intéressant. Oui, de toute façon, c'est clair que s'il n'y a pas de toute façon d'exposition à l'information, il ne peut pas y avoir de changement ou de comportement après. Pour te dire, tiens, je vais essayer de changer quelque chose, il faut déjà avoir été exposé à une information qui te donne une raison de te mobiliser. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se mobilise, mais au moins on y pense. Mais si on n'y pense pas, on ne fera certainement rien. Oui, mais je pense surtout ça a la vertu, au-delà de est-ce que l'activité va y passer, une partie va y passer, une autre ne va pas le passer. Ça inscrit la question sur ce que les politistes appellent l'agenda médiatique ou l'agenda politique, c'est-à-dire sur les questions qu'il est légitime de traiter. Il y a des questions, à un moment, en permanence, des questions sur lesquelles il est essentiel que les représentants politiques, et plus généralement les médias, aient une position. À ce moment, on ne peut pas être simplifié, on ne peut pas être à Chatita à l'élection présidentielle sans savoir quelque chose à dire sur, par exemple, l'immigration. C'est à l'agenda politique. Même si, titre personnel, il me semble que c'est vraiment pas la question que tu présentes. Mais par contre, avoir un avis sur quelque chose comme la souffrance animale, non, c'est pas à l'agenda. Peut ne pas avoir d'avis dessus, on peut ne pas en parler. C'est pas une question qui est jugée pour l'instant comme pertinente. Avoir une question, avoir des choses qui portent, des questions en positionnement qui portent, par exemple, au-delà de la souffrance animale, sur la souffrance humaine aussi, qui est produite par les conditions de travail, des produits que l'on consomme, que ce soit en France ou lorsqu'on achète des choses à l'étranger. Finalement, Tassata, il y a un reportage dessus qui nous rappelle que les smartphones sont assemblés, pas fabriqués, assemblés à Chine. Que la question du bien-être des travailleurs, elle n'est pas toujours évidente, on va dire, mais c'est pas encore une question qui est passée qui est complètement intégrée à un agenda politique et sur laquelle on a situé là. Donc, arriver
peut-être à l'afficher sur le marché peut être un moyen de la mettre à question et de nous faire réagir dessus. Voilà. Ça montre que c'est des questions légitimes et importantes, peu importe l'avis qu'on a dessus, en fait. Voilà. Après, on utilise ça comme critère ou pas quand on choisit un produit. Et ça tout souvent se cité sur la base des revenus. C'est comme le commerce équitable. Le commerce équitable est quelque chose de tout à fait intéressant, mais qui implique d'avoir les moyens. Par contre, ce qu'a fait le commerce équitable en termes de dynamique politique, c'est que ça a mis sur l'agenda à un moment donné la question de la mondialisation. Et là, on est dans une séquence politique sur laquelle le positionnement sur la mondialisation, sur le commerce international des acteurs politiques qui se mobilisent, il a considérablement évolué depuis les années 1990, depuis les années 2000 où a apparu l'idée de commerce international. On a de plus en plus de remise à question politique des vertus du commerce international, de l'échange international. Donc, ça a eu une efficacité politique. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que le commerce international, c'est bien ou c'est pas bien? Je laisserai chacun se situer par rapport à ça. Ce que je veux constater ici, c'est qu'il y a une efficacité de cette forme de mobilisation du commerce équitable, de dire, voilà, il faut qu'on réfléchisse à où est-ce qu'on achète nos pièces, à quelles conditions on les achète, etc. Avec plutôt la question derrière écologique, etc. Et en plus, ça a aussi ses limites, c'est que le commerce équitable sur le café, sur le cacao, ça a bien marché. Il y a peut-être d'autres produits sur lesquels ça ne se pose pas. Sur les jouets, par exemple, ça, c'est pas affiché. Et est-ce que dans ton livre, est-ce qu'il y a un endroit où tu parles un petit peu des personnes qui ont justement tout fait pour essayer de sortir de ce système, qui vivent d'une manière un peu plus marginale, anticapitaliste, ou je ne sais pas? Alors non, je suis pas allé. Il y a des enquêtes qui existent sur un certain nombre d'expériences comme ça. C'est pas des choses que j'ai essayé de synthétiser dans le bouquin parce que c'est des travaux un peu. C'est un autre champ de recherche de la sociologie économique qui m'intéressait. Mais ça existe et c'est pas forcément inintéressant. On a des choses sur les ZAD, sur les zones à défaveur, sur est-ce que ça constitue vraiment tes projets de code société. Et puis il y a eu une enquête il y a quelques temps, alors je ne l'ai pas encore lu, mais c'est du sociologue français Michel Lallemand, qui est un sociologue du travail, qui a beaucoup travaillé aussi sur la culture du travail à la Silicon Valley. Il a fait un bouquin sur les makers, sur le mouvement des makers. Et il a fait un bouquin il n'y a pas longtemps sur des expériences comme ça de vie à communauté aux États-Unis qui essayent de se constituer depuis assez longtemps en plus. C'est pas des choses qui sont apparues récemment, qui essayent de se constituer à toute société. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant de se dire. J'essaye de réfléchir au bouquin, à la fin du bouquin, sur à quoi ressemblerait une société post-capitaliste. Ça proposait un système, mais dit ça en essayant de poser sur la base des connaissances historiques et sociologiques sur la question. Par exemple, est-ce une société post-capitaliste? C'est une société où il n'y a pas de marché. En fait, on a des travaux historiques qui nous montrent que le marché a précédé le capitalisme, qu'il est devenu très important à le capitalisme, mais c'est une forme particulière de marché. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a même des formes de marché. Si je vais faire mes courses au marché des producteurs de ma ville ou de mon village ou de mon quartier, c'est presque quelque chose, c'est presque un acte anticapitaliste, quoi. C'est presque échapper à la grande distribution, etc. Alors que c'est un marché. La forme, spontanément, on relie au capitalisme. Et donc, se dire, voilà, une société post-capitaliste ne sera pas forcément une société sans marché. Et la question, c'est quel marché, à quoi ils ressembleront, quelle place on leur donnera, quel produit on leur donnera. Ça, c'est des questions beaucoup plus politiques. Mais je pense que c'est intéressant, effectivement, d'aller enquêter. Peut-être que je le ferai à son autre bouquin, je ne sais pas si j'en écrirai un troisième, et je ne sais pas de quoi il parlera, mais ça serait une possibilité d'aller voir du côté tes expériences un peu post-capitalistes, essaye d'en sortir et de se dire à quoi ça ressemblerait. Il y a aussi pas mal de choses, je pense que la science-fiction est de ce point de vue-là assez intéressante comme moyen de réfléchir et de choisir à quoi ça ressemblerait.
Oui, de toute façon, s'il y a une société, s'il y avait une société enfin, qui ne serait pas capitaliste qui apparaissait, ça pourrait être de plein de formes différentes parce que ça dépendrait qu'est-ce qui a mis fin à la société d'avant, en fait. Voilà, voilà. Et puis à plus, au plan historique, voilà, on est rentré à un moment donné dans cette période qu'on appelle capitalisme, et évidemment, les, les personnes s'est réveillées un matin, c'est ça, ça y est, on est rentré dans le capitalisme, c'est après tout, on s'est dit, il y a une transformation, il y a une révolution industrielle, etc. On a vu des transformations, évidemment, les gens des trains apparaître, des choses comme ça. Mais même la question, est-ce que la révolution industrielle a vraiment été produite par les innovations ou par un changement de la natalité? C'est une question très compliquée au plat historique. Il y a les deux. On est rentré à cet autre monde, ça forcément, pas sur une décision sociale. Je pense qu'il est possible, il est envisageable. On peut toujours imaginer une grande révolution qui apparaîtrait, qui referait tout du jour au lendemain. Personnellement, je ne sais pas si ça serait une bonne chose. Et puis, je ne pense pas que ça arrivera à court terme, on va dire, mais bon, je peux me tromper. Par contre, on va sans doute y avoir des transformations. Il y a eu plusieurs formes de capitalisme depuis le début, depuis qu'il a commencé. Il y a eu plusieurs formes de critique du capitalisme. Il y a eu des évolutions. On va peut-être à un moment donné sortir du capitalisme et se dire après tout, ah oui, là, le capitalisme a pris fin, on est rentré dans un autre monde. Qu'est-ce que ce sera? Effectivement, il y a plein de façons, de l'imaginer. On ne peut pas tomber comme le faisait Marx, c'est une philosophie de l'histoire où une fois que le capitalisme s'effondrera, on passera à un système communiste et on peut déjà imaginer ce que c'est. On a plein de façons en fait de sortir du capitalisme. Je suis pas sûr que tout soit désirable. C'est des questions politiques à se poser. Karl Polanyi, qui est sans doute l'auteur, économiste, mais tellement plus qu'économiste, tellement plus que sociologue aussi, voilà, très très grand auteur, Polanyi. C'est l'auteur que je cite le plus dans le bouquin. Il voyait il analyse ce qu'il appelle la grande transformation. Il pensait, lui, que le capitalisme s'était écroulé, qu'il n'existait plus. Il écrit ça en 1947 ou 48, si tu as la tête. Il dit que le capitalisme libéral est fini, qu'il n'existe plus que marginalement aux États-Unis et que voilà, il s'est platé assez largement sur ce plan-là. Mais il avait vu la sortie du capitalisme à trop. Pour lui, ce qu'il appelle la société de marché, la société du 19e siècle s'écroule dans les années 1930, après la Grande Dépression, s'écroule encore plus avec la guerre. Et elle s'écroule parce que elle va donner lieu à deux réactions de la société, parce qu'elle est tenable à son sens. Et ces deux réactions, c'est d'un côté le fascisme, le nazisme, le totalitarisme, l'URSS rentrerait aussi. Et de l'autre, la social-démocratie façon New-Deal de Roosevelt et la création de systèmes de sécurité sociale qui démarchatissent, etc. Donc, on a déjà là deux façons, quelque part, de sortir du capitalisme à cette période-là. Sera ça tout devant des alternatives de ce type-là. Il y a plusieurs façons de sortir du capitalisme, il y a plusieurs façons de transformer la société. C'est des questions qui sont politiques, fondamentalement politiques, je n'ai pas la réponse dessus, mais on peut au moins, avec la sociologie, avec l'histoire, avec l'économie, on peut au moins essayer de tracer les possibles, essayer de comprendre à quelle période on est, et ça nous donne une idée de ce qu'il y a devant nous. Oui, je pense que ce que tu disais, c'est intéressant, c'est qu'on ne passe pas radicalement d'un système hyper typé à un autre radicalement différent, genre capitalisme, communisme. Et effectivement, parce que pour le capitalisme, s'il y a des transformations de l'intérieur et qu'il y a plein de régulations mises en place par l'État, par exemple, il y a un moment où on arrive à un tel niveau de contrôle que c'est plus vraiment du capitalisme. Mais on n'est pas tombé dans un autre système complètement différent non plus. Oui, on peut imaginer la plateforme de sortie, et puis comme je disais, il y a des capitalismes différents. Raymond Aron, lorsqu'il décrivait ce qu'il appelait les sociétés industrielles, il mettait un simple le capitalisme et le communisme de l'URSS. Et de certains points de vue, les deux
En Atata, ça allait s'opposer parce que c'est ce qu'on a vu à courte histoire, etc. Mais en fait, sur un certain nombre de points, et notamment sur l'idée de poursuite infinie de la croissance économique, les deux systèmes étaient fondamentalement d'accord. Et vu que le défi le plus fort qui se pose aujourd'hui à l'humanité dans son entièreté, ça toute société occidentale, tout le monde, au système économique, c'est le réchauffement climatique. Ben, l'URSS n'était pas mieux placé de ce point de vue-là que le système actuel. Les deux systèmes de l'époque étaient centrés sur l'idée de accumulation matérielle indéfinie la plus grande possible. Les deux étaient en un sens des formes de capitalisme. Et voilà, il faut aussi arriver à produire une définition, une description assez claire de ce qu'est le capitalisme pour pouvoir évaluer le moment où on en sortira. Ouais. Je cite tel Poutou un texte, un article du sociologue Kater Ravelli. Je ne veux pas dire de bêtises sur son nom de famille, donc je vais vérifier. Oui, Ravelli. Voilà, il a écrit un article qui s'appelle Le capitalisme a-t-il une date de naissance? Et dans lequel il pose, bon, il fait la liste des différentes hypothèses historiques sur le moment où apparaît le capitalisme, mais il tient sur le plan de la réflexion historiographique, ça c'est intéressant. Choisir un point de départ au capitalisme, c'est aussi choisir sa fin. Et quelque part, on pourra clore ce départ à quel moment commencer le capitalisme, au moment où on en connaîtra la fin. De la même façon que des événements comme ceux de, je sais pas, de la Révolution française ou de la Révolution russe n'ont pris sens véritablement qu'à partir du moment où on s'est dit ah oui, voilà, c'était la fin de la monarchie, c'était la fin de l'Ancien Régime. Ça n'aurait pas, on ne leur aurait pas donné le même sens. Ils ne seraient pas revenus historiographiquement, historiquement de la même façon. Et c'est possible qu'on réévalue historiquement il y a quelque temps un certain nombre d'événements au regard de ce qui sera passé là. C'est la procédure historique normale. Donc c'est important d'arriver à avoir une bonne définition du capitalisme, à la fois parce qu'il y a des sachets, comme je disais, historiographiques, voilà, forts, mais il y a aussi des sachets qui sont des sachets politiques, au sens noble du terme. Est-ce qu'on est encore dans une société capitaliste? Comment est-ce qu'on en sort? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est une question. Je disais tout à l'heure, il y a une question qui se pose beaucoup dans ce qu'on appelle la nouvelle histoire du capitalisme, qui est un mouvement historique né aux États-Unis. C'est est-ce qu'il faut intégrer au capitalisme les plantations esclavagistes du sud des États-Unis avant la guerre de sécession? Et c'est une question importante parce que si on dit c'était un système qui était pas capitaliste parce qu'en fait il n'était pas tenable économiquement, il allait s'écrouler de la même façon, leur histoire est déjà finie. C'est-à-dire que si on montre qu'en fait c'est un système qui n'a pu être un tel, il a fallu une guerre, la guerre de sécession pour y mettre fin, et que c'est un des fondements de l'ordre économique dans lequel on continue à vivre, ça des conséquences sur la position aux États-Unis des Noirs et des minorités et des choses comme ça qui sont extrêmement actuelles et qui sont extrêmement importantes, pas seulement pour les historiens, mais beaucoup plus largement pour l'ensemble de la société. Donc c'était un enjeu très fort et la question de la définition du capitalisme aussi est un enjeu qui est à la fois scientifique et politique très fort. Ok. Est-ce qu'on a plus ou moins couvert les choses que tu souhaitais présenter par rapport au contenu? Oui, je pense là, même j'en ai dit beaucoup. Je pense que j'ai résumé l'essentiel de l'argumental. J'espère que ça donnera avis au chat de le lire. Et puis, juste peut-être sur ma démarche, moi, en tant que sociologue ou de vulgarisateur de la sociologie, il y a beaucoup de références dans le bouquin. Et mon objectif, c'est que les gens invitent à aller lire d'autres bouquins derrière. Je passe pas.
Ce que je voudrais, c'est que les gens aient envie de lire ta sociologie derrière et pas juste mon bouquin à moi. Ouais. Il n'est pas du tout l'ouvrage définitif sur la question. Je ne pense pas avoir écrit l'ouvrage qui mettra fin à tous les débats sur le capitalisme. J'espère avoir écrit un bouquin qui donnera envie aux gens d'y réfléchir et de lire plus de sociologie et plus de travaux là-dessus. Il y en a beaucoup, beaucoup de chances. Plus on en lira, mieux ce sera. Ouais, c'est ça. On encourage tout le monde à faire ça, surtout que la sociologie, ça reste quand même encore un peu trop peu vulgarisé, j'ai l'impression, par rapport à certaines autres disciplines dont on parle beaucoup. Donc, il y a plein de travaux intéressants, plein de choses intéressantes à lire qui permettent d'évoluer soi-même aussi dans la société. Et c'est vrai que c'est important d'en faire la promotion, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu participer à cet épisode. J'espère que ça donnera envie aux auditeurs et aux auditrices de lire ton livre. Et voilà, je te dis merci à une prochaine fois du coup. Merci beaucoup. Au revoir.